Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence de presse. Conférence de presse parce que vous allez pouvoir poser des questions après un moment de présentation des EPID et de leurs évolutions. Les EPID, ce sont les établissements pour l'insertion dans l'emploi, établissements publics, et c'est important de le dire, des établissements, on va l'entendre, qui ont évolué depuis ces dernières années, en particulier depuis le Covid. Donc on va parler de ces évolutions, on va aussi parler de l'avenir des EPID et puis du présent, de toute cette réactivité qu'on note dans les établissements avec leurs usagers. On va en parler avec les personnes les plus à même de nous raconter ce qui s'y passe et je vais vous les présenter dans un instant. Bonjour Florence Gérard-Chalet. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EPID. Vous avez un parcours dans la fonction publique que vous connaissez très bien, dans l'hôpital, dans la cohésion sociale. Je pense que ce parcours vous a amené là et vous donne beaucoup d'éléments pour réfléchir au rôle de l'EPID dans la société. Est-ce que c'est que l'insertion dans l'emploi pour des jeunes qui sont peut-être un peu éloignés des diplômes, de l'emploi et puis qui doivent se réinventer un avenir, des carrières, des jeunes dont vous allez également nous parler. Bachir Boursas, bonjour. Bonjour. Vous venez de Belfort et plus exactement du centre EPID que vous y dirigez. Vous allez nous parler de son fonctionnement, de ce que vous faites aujourd'hui. Et pour un point peut-être plus chiffré, Chloé Thény, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'études à l'IFOP où vous avez mené une étude, enfin pas toute seule, mais vous allez nous en livrer les résultats sur les EPID aujourd'hui, bilan et perspective en quelque sorte, avec des éléments très intéressants, mais on ne va pas tout dire tout de suite parce que on va d'abord faire un petit moment d'introduction avec vous, Florence Gérard-Chalet. Je vous indique, à vous qui nous regardez, que moi-même je suis journaliste. Alors là, je suis un peu moins dans une position de journaliste. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation, à travers des émissions de radio, par exemple. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on s'éduque en fait au retour à l'emploi, comment on s'acculture aussi à revenir dans la vie professionnelle ou à arriver dans la vie professionnelle. Florence Gérard-Chalet, on vous écoute pour un moment de présentation aussi et de retour sur ces deux dernières années. Deux dernières années qui nous ont tous marqués, évidemment, les Français, le monde entier, qui ont été marqués par le Covid et toutes les perturbations que ça a engendré. Quelle remise en question pour les EPID ? Alors ça a été une remise en question importante, je dirais c'est presque, on s'est retrouvé dans la machine à laver. Les EPID sont rentrés dans la crise sanitaire plutôt en difficulté pour tout dire, puisque nous étions confrontés à une baisse d'activité depuis plusieurs années. On avait par exemple une dette technologique assez forte avec une diffusion du numérique qui était limitée aux fonctions de gestion simplement. Donc ça a été très compliqué. Le premier jour, notamment pour les équipes, les centres ont été, pour reprendre leur terme, évacués, ce qui donne bien la notion, l'émotion. 2 ans jour pour jour. 2 ans jour pour jour, exactement. Ont été évacués, à la fois les équipes et puis surtout les volontaires. Il a fallu faire face à 1001 questions qu'on ne s'était jamais posées, des difficultés. Et puis cette période, finalement, on en ressort plus fort. On se rend compte qu'on a une offre qui est beaucoup plus adaptée aujourd'hui aux jeunes qu'hier, tout simplement parce que ces 2 ans nous ont obligés à retourner à l'essentiel, réinvestir nos valeurs, le sens de la mission, le sens du collectif, la confiance mutuelle, et que on a finalement dû devenir agile. Ces 2 ans, c'est très court. On a compté ces 20 réorganisations que les directeurs comme Bachir Boursas ont dû faire dans les centres. C'est absolument énorme et que les équipes ont porté. Et puis surtout, en remettant la mission, le collectif et la confiance au centre de notre activité, on s'est rendu compte qu'il fallait engager une réflexion stratégique
pour vraiment refonder notre dispositif, refonder notre offre pour s'adapter aux besoins des jeunes en sortie de crise, qui ne sont plus les mêmes en fait que les jeunes avant. Et cela aboutit à une feuille de route stratégique et hier à la signature d'un contrat d'objectifs et de performance à horizon 2024 avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ce dont nous nous félicitons et qui ouvre de nouvelles perspectives à l'établissement. On dit que le Covid a été un grand révélateur des difficultés. On l'a vu pour l'école, où finalement le lien école-famille a dû être réinventé. C'était parfois difficile. On ne va pas faire la liste de toutes les institutions. On l'a tous vécu. On s'est rendu compte de beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous a fait réaliser précisément? Est-ce que vous avez des exemples dans ces centres où on vit collectivement, où vivent les jeunes avec les professionnels? Qu'est-ce qui est apparu comme manquant spécifiquement et que vous avez pu combler aujourd'hui? Alors en fait, ce qui est apparu pendant la crise et ce qui a augmenté, c'est la précarité chez les jeunes. L'EPID a la particularité de s'occuper des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi et on sait que la crise touche avec beaucoup plus de force ceux qui sont les plus en difficulté. Donc il faut imaginer que ces difficultés se sont accrues, se sont diffusées avec les difficultés psychologiques dont on a parlé et que l'on peut tous ressentir. Les uns et les autres, on peut être armés, eux le sont beaucoup moins. Une difficulté particulière pour les jeunes venant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisque eux-mêmes ont des difficultés, peuvent être plus exposés à des questions de promiscuité dans le logement, de précarité financière, de rupture, de fracture numérique. Par exemple, pour ces jeunes, passer la crise a été beaucoup plus difficile que les autres et ils sont nombreux dans notre dispositif puisque c'est un tiers de notre public. Donc des lacunes qui se sont accrues et qui demandent pour nous de nous adapter davantage aux besoins des jeunes. Le numérique, c'est un gros enjeu Le numérique a été un gros enjeu parce que dans la première période, l'EPID a complètement fermé physiquement. Ça veut dire que l'offre est restée ouverte simplement en distanciel. Et en distanciel, il y a deux outils pour rester en communication. Le bon vieux téléphone. Et puis, sinon, même avec les profs de et puis sinon, l'ordinateur, la tablette, etc. Alors bien évidemment, les équipes ont fait des prouesses d'ingéniosité, ils ont été extrêmement inventifs, tous y sont mis. Donc c'est aussi bien le formateur d'enseignement général qui fait des exercices qu'il envoie sur une tablette, mais c'est aussi le prof de sport qui fait des défis pour que l'on reste en forme, que l'on reste mobilisé. Mais cela étant dit, si les jeunes n'ont pas accès au numérique, s'ils n'ont pas, ils ont peut-être un téléphone, mais pas d'abonnement Internet pour recevoir les documents, pas de bande passante suffisante, s'ils n'ont pas d'ordinateur, comment faire? Et donc là, il faut se réinventer, et c'est ce qui fait que après ce premier confinement et cette période de saisissement, les équipes, et ce que je disais, on a placé vraiment la mission au cœur, se sont dit on ne peut pas refermer. Les agents comme les volontaires ont dit on ne peut pas refermer les centres et il a fallu faire preuve d'encore plus d'ingéniosité parce qu'il fallait maintenir la mission et protéger en même temps les jeunes et les salariés qui étaient présents. Alors on a inventé le dispositif alterné, une semaine sur place, une semaine à distance, la semaine de 4 jours, plein d'autres modalités, des prouesses organisationnelles, le service alterné de table pour manger en quinconce, enfin des choses pas possibles, l'agilité. Mais ce qui est important, c'est que les équipes, vraiment, ont fait preuve d'une intelligence collective, et c'est cette intelligence collective qui a été réinvestie dans notre réflexion stratégique hors norme. Le Covid, ça place tout le monde au même niveau. C'est une situation qui est inédite, personne n'a la réponse. Donc soit on se dit qu'il y a quelques personnes dans un bureau qui vont essayer de tout résoudre, ou alors on se dit que c'est la force du collectif que l'on met ensemble et où on va penser ensemble des solutions. Et c'est le choix que nous avons fait parce que l'EPID, ce sont des centres où on vit 24 heures sur 24 pendant une semaine. Donc on a mis tout le monde autour de la table pour dire quels sont les modes de fonctionnement, les règles de fonctionnement qui vont protéger la communauté, dans lequel tout le monde aura confiance
et qui seront celles de ce centre-ci, différent peut-être du centre à côté. Et là, tout à coup, ce n'est pas parce qu'on est dans une fonction de directrice générale, de directeur ou de moniteur, de conseiller éducation citoyenneté. Voilà, peu importe la fonction. C'est l'idée qui compte et la capacité à créer du collectif. Tous les agents se sont mobilisés, ont trouvé des solutions, pas qu'une seule fois, 20 fois. Et 20 fois dans 20 établissements, vous voyez le nombre de réorganisations qu'a connu l'établissement. Je crois que ça a changé les choses parce que chacun est vraiment détenteur d'un bout d'épide et d'un bout de la mission qui a continué pendant cette période et a pris conscience dans le fait que chacun pouvait avoir des idées qui soient utiles à tous. Et je parlais de la confiance. La confiance, c'est important parce que c'est parce qu'on s'est fait confiance que les centres ont pu rester ouverts. C'est parce qu'on se fait confiance qu'on va se laver les mains, qu'on porte son masque, qu'on respecte toutes les règles, où on continue et où il n'y a pas finalement de cluster dans les centres. On en a eu quelques-uns malgré tout. Donc cette agilité a été très forte. Et peut-être formatrice. On attend aussi vos questions. Aujourd'hui, évidemment, c'est une conférence de presse. Donc, les questions sont ouvertes sur le chat box. Il y a une page. Et moi, je les lirai sur un écran qui est à ma gauche, là, que je regarde. Donc, elles s'afficheront et je vous les poserai. Alors, on va aussi s'intéresser au futur de l'EPID, à ce qui va se passer dans les centres. Vous avez parlé, par exemple, des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Moi, j'avais envie qu'on parle des femmes, puisque c'est une orientation aussi qui est de plus en plus affirmée. L'accueil des femmes dans les établissements, il y avait un petit déficit d'après ce que j'ai compris, mais j'ai envie de vous écouter tout de suite, Monsieur Boursas, sur cette question, en fait, dans votre centre. Comment ça se travaille l'accueil des femmes pour que peut-être une égalité d'accès qui soit plus performante, mieux installée dans les centres qui traditionnellement accueillaient évidemment plus d'hommes, comme on le sait. Alors, effectivement, là, les mesures que nous allons prendre en 2022 vont nous permettre d'accueillir beaucoup plus de femmes. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Rien que l'hébergement le week-end. L'hébergement le week-end est important parce que le constat qu'on peut faire, c'est que le public que nous accueillons aujourd'hui de femmes qui sont en précarité, qui rencontrent des difficultés, bien souvent sont en rupture familiale. Et donc, dans leur environnement familial, ce qui se passe, c'est qu'elles hésitent à quitter cet environnement compliqué, complexe, difficile, parce qu'elles vont se retrouver rapidement à la rue. Et si on n'a pas le point de contact, le problème, c'est qu'elles ne vont pas oser quitter cet environnement familial, de peur justement de se retrouver en précarité et à la rue. L'EPID proposant l'hébergement le week-end et continu, on se dit que nous allons pouvoir accueillir ce public-là. Parce que nous avons des exemples, effectivement, de jeunes qui sont actuellement dans le centre et que nous avons accueillis et qui ont fait venir leurs petites sœurs après derrière parce que l'environnement familial étant polluant et l'EPID proposant cette solution d'hébergement le week-end font qu'on accueille beaucoup plus de jeunes demoiselles. Et aujourd'hui, on développe et on augmente nos capacités d'accueil des femmes sur les centres. Donc on prévoit plus de capacités, on prévoit des lieux de détente pour elles et des lieux où elles vont pouvoir se retrouver, travailler ensemble, mettre des actions sur leur estime de soi, image de soi, confiance en soi, pour leur permettre vraiment de pouvoir les accompagner vers l'emploi, la formation, l'insertion, ce qu'elles sont venues chercher. Donc une prise en charge beaucoup plus globale. Globale, effectivement. On a déjà des choses qui sont mises en place, parce qu'on a un accompagnement psychosocial et ainsi de suite, parce qu'elles viennent, comme on dit, avec pas mal de difficultés. Et donc l'EPID, tout le dispositif, est à même à les accompagner dans différents domaines, que ce soit la santé, que ce soit les problèmes, on va dire, administratifs et ainsi de suite, pour justement les accompagner et leur permettre de réussir. Peut-être dire que pendant toute cette période, on a mené une réflexion stratégique avec les agents, une innovation auquel nous a obligés la crise sanitaire, c'était de pouvoir penser notre avenir sans pouvoir nous réunir. Et donc nous avons utilisé le numérique et une plateforme citoyenne pour demander aux agents, en fonction des besoins des jeunes qu'ils connaissaient, ce que l'on pouvait garder à l'EPID, ce que l'on allait arrêter, ce que l'on allait améliorer et ce qu'on allait faire de mieux. Il y a eu relativement peu de choses qui ont été dites que l'on allait arrêter. Relativement peu.
relativement peu, mais par contre beaucoup de nouveaux. Et dans ce nouveau, alors dans les réflexions, il y a les agents qui ont réfléchi, mais il y a aussi les volontaires que l'on a interrogés. On a fait des ateliers, par exemple, dans les centres avec des jeunes filles qui sont présentes pour leur demander qu'est-ce qui ferait qu'elles quittent le parcours ou qu'est-ce qui pourrait faire que certaines de leurs amies en difficulté puissent venir à l'EPID. Et c'est en cela que l'on adapte l'offre. C'est pour ça qu'on a pensé à adapter le week-end. Quelque chose de tout bête, nous avons 2805 places qui sont ouvertes à l'EPID. Il y a 1008 places pour les femmes. Sinon, les autres 1008 places où elles peuvent avoir des sanitaires dédiés, des douches dédiées, etc. Alors, si vous faites le rapport 1008 sur 2800, ben, en fait, c'est 32% des places. Ce n'est pas la parité. Et un des éléments qui a été signé hier dans le contrat d'objectifs et de performance, c'est des crédits pour faire des travaux et faire en sorte que l'on puisse avoir davantage de chambres qui soient dédiées aux femmes que l'on pourra accueillir. Parce que la mixité, nous avons appelé ça faire de la place aux femmes à l'EPID. Excellent. On a déjà une question et je la trouve intéressante. Vous avez commencé à y répondre. Ouais. De quelle façon les jeunes sont-ils aussi associés à la réflexion collective, puisqu'on parle d'intelligence collective? Vous avez parlé de consultation. On va peut-être vous demander comment ça se passe concrètement au sein d'un établissement, comment on associe en fait tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples? Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, dans un centre EPID, il y a ce qu'on appelle les responsables et délégués par section. Donc c'est à eux que les volontaires vont s'adresser dans un premier temps pour faire remonter les idées et tout. Et on a ce qu'on appelle les commissions consultatives des volontaires que nous réunissons régulièrement, donc soit une fois par mois, soit tous les 2 mois, en fonction, on dirait, de la périodicité. Et là, pendant ces réunions-là, moi je préside cette réunion-là avec tous les délégués, avec tous les responsables aussi, certains responsables du centre, et on va répondre à leurs questions, à leurs interrogations dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau des activités, que ce soit aussi au niveau de la restauration. Et l'objectif, c'est de les entendre, de les écouter, de voir leurs propositions et bien sûr de faire en sorte que le jeune se sente bien à l'EPID. Aujourd'hui, on met tout en œuvre pour que le jeune, quand il arrive, eh ben, il a un deuxième chez soi. Et donc à partir de ce moment-là, s'il est bien chez lui, s'il est bien à l'EPID, forcément, nous, on va réussir à le fidéliser et à faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout de son parcours. Et pour ça, ben, nous mettons des moyens en place. Comme je l'ai dit, avec l'hébergement week-end, on a mis en place des salles dédiées à eux parce qu'on a dû repenser un petit peu notre mode de fonctionnement. On était ouvert du lundi au vendredi, le vendredi ils partaient. Aujourd'hui, maintenant, le week-end, ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils se sentent bien le week-end? Comment on fonctionne le week-end avec eux pour leur permettre d'être comme s'ils étaient chez eux, en quartier libre, et faire des activités. Donc, tout ça, nous y réfléchissons, nous mettons tout ça en place pour leur permettre de vraiment être bien et de se sentir bien. Tout simplement. C'est-à-dire travailler la convivialité, acheter des canapés, je ne sais pas, donnez-nous des exemples. Tout à fait ça. Donc, tout à fait ça. Donc, du coup, voilà. Des coiffeuses pour les filles, par exemple. C'est ça. Donc, on aménage des salles en réalité le week-end pour eux. Donc, du coup, on a refait 3 salles, on va dire, de détente et de convivialité. Où dedans, on a acheté des fauteuils, des canapés, on va remettre en place des télés. On a aussi une salle qui va être dédiée pour spécifiquement parce que les jeunes jouent aux jeux vidéo, donc avec des jeux vidéo, une salle télé pour pouvoir diffuser des films. Sur le niveau des âges des filles, on a fait une salle dédiée aux filles, donc avec des coiffeuses, fer à lisser, sèche-cheveux, parce qu'elles vont se retrouver entre elles, faire un petit peu, je dirais, de beauté entre elles. Avec des canapés, vraiment des espaces de convivialité. C'est important pour les femmes et les hommes, la confiance en soi et le confort. Tout à fait. Ça fait partie intégrante du dispositif. Les jeunes que nous recevons sont très abîmés et souvent ils n'ont plus conscience en fait d'eux-mêmes. Donc arriver à identifier avec eux leurs capacités, c'est déjà leur faire reprendre confiance en eux. C'est la première étape. Et Belfort fait partie des premiers centres des 4 premiers centres. Des 4 premiers centres à avoir ouvert le week-end dernier. J'ai passé le week-end à plusieurs moments avec eux. Et ce qui est agréable, c'est de voir leur sourire. On était avec eux le premier soir, ils jouent aux jeux de société, ils ont joué au Uno, on a mangé des pizzas, on a partagé des moments et ça leur faisait plaisir. Et au-delà sur comment prendre en compte la parole des volontaires, on se donne une mission aussi désormais de donner la parole aux volontaires. Et en plein Covid, la semaine où on a de la 2e vague, on a fait une très grande enquête auprès des jeunes sur génération volontaire.
C'est quoi avoir 20 ans, ne pas avoir de travail, être en difficulté et être en plein milieu de la deuxième vague? Pour leur donner la parole et qu'ils puissent s'exprimer, dire à la fois leurs doutes, leurs confiances, leurs espoirs. Et dans le cadre de notre réflexion stratégique, il y a eu 45 ateliers en fait, sur l'ensemble de l'établissement, sur comment améliorer l'accès au dispositif par les volontaires. Et ce que nous prévoyons dans l'avenir, c'est de donner plus de moyens aux volontaires, aux délégués dans les centres, mais aussi de les associer au travers de thèmes transversaux avec une grande journée de rassemblement où ils pourront faire des propositions concrètes. Et puis, il y a aussi les anciens de l'EPIN qu'il ne faut pas oublier. Et ceux-là aussi, c'est-à-dire ceux qui sont passés par l'EPIN, qui sont insérés et qui ont envie de rendre aussi ce qu'ils ont reçu. Donc, on a le projet de créer un grand réseau des anciens de l'EPIN qui puissent aider leurs petits frères et leurs petites sœurs. Comme le font les grandes écoles, telles Polytechnique. Un réseau d'alumni, exactement. Voilà, un réseau d'alumni, mais c'est toujours aussi important de tirer profit des expériences passées. Avant d'entendre Chloé Thény de l'IFOP et de reprendre des questions qui seront posées via la chatbox, une question d'actualité, des réfugiés, nous arrivons en ce moment même d'Ukraine, dans toute l'Europe. Est-ce que l'EPID va accueillir dans ces centres certaines de ces personnes qui vont être en recherche de formation et de travail et d'insertion professionnelle? Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir? Alors d'abord, les centres EPID et les jeunes ont demandé, comment est-ce qu'on peut être utile. Et une bonne partie de leur cursus est consacrée à la citoyenneté. Comment est-ce qu'on s'engage au service des autres par des actions? D'ores et déjà, les jeunes de l'EPIN participent à des collectes alimentaires, de vêtements, du transport, pour participer à cet élan de solidarité en faveur des Ukrainiens et de tous les réfugiés qui sont là. Nous avons été sollicités pour éventuellement des locaux qui seraient disponibles et accueillir des réfugiés. Nos centres, grâce à la réflexion que nous avons eue pendant toute cette période de crise, sont beaucoup plus pleins que précédemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons eu 2140 jeunes qui sont rentrés sur les 6 derniers mois. Ça efface 4 ans de baisse d'activité. Donc on est à un niveau haut d'activité. Il n'y a que 2 centres qui vont pouvoir accueillir des familles. Donc on attend qu'on nous demande d'ouvrir. Et puis l'accueil des réfugiés, c'est partie prenante à la mission de l'EPID. Nous avons signé très récemment une convention avec la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Nous avons ouvert cet accueil plus largement depuis le mois de novembre. Nous avons déjà 60 jeunes, 30 nationalités différentes, essentiellement Érythrée et Afghanistan. Le sujet que l'on avait avant, c'était ces fameux week-ends. S'ils sortent d'un centre de demandeurs d'asile et qu'ils sont là la semaine, qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ils avaient un dilemme, comme tous les jeunes de la rue, comme les jeunes qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Il faut choisir entre l'EPID d'un projet professionnel ou un toit sur la tête 7 jours sur 7. C'est un dilemme impossible à résoudre. C'est pour ça que nous avons demandé et obtenu que l'on puisse ouvrir tous les week-ends. Et ces réfugiés, les 60 que nous avons, ça se passe très bien. On a un dispositif renforcé pour leur apprendre le français très vite et qu'ils puissent rejoindre. La langue, parce que alors, dans tous nos centres, nous avons des formateurs qui sont formés au français en langue étrangère, FLE. Le cas échéant, s'il y avait trop de réfugiés, on ferait des conventions avec d'autres partenaires qui permettent en fait de prendre en charge ces jeunes. Et il faut saluer vraiment leur courage et leur résilience. Et ils sont souvent de très bons aiguillons pour les autres jeunes qui sont présents parce qu'ils expliquent des choses qui sont quand même très compliquées, mais c'est stimulant. Bachir Boursas, comment ces rencontres s'effectuent dans votre centre? Cette question des migrants, vous la travaillez. Comment ça se passe concrètement, à la fois du côté des langues, de l'apprentissage du français, et puis de ces rencontres un peu plus informelles aussi entre les jeunes qui ont grandi en France et puis ceux qui arrivent? Alors, tout à fait, comme disait Mme Gérard Challet, on accueille déjà des réfugiés. Donc érythréens, c'était Afghanistan et tout. Donc Belfort, c'était à peu près entre 12 et 15
jeunes accueillis sur 2021 que nous continuons à accompagner aujourd'hui sur 2022. Tout en sachant que cette semaine encore, j'en ai accueilli 2 de plus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a… Sur combien de… Alors, on a un centre à 120. D'accord. D'accord. On a un centre à 120. Aujourd'hui, j'ai 100 jeunes dans le dispositif. Donc, j'ai encore 20 places de disponibles et on va le compléter assez rapidement avec les prochaines admissions parce que tous les mois, nous recrutons des jeunes. Et donc, du coup, ces jeunes-là sont accompagnés de différentes manières. J'ai dans le centre des formateurs qui sont formés FLE français langue étrangère qui accompagnent ces jeunes-là. Et en plus, on externalise via des spécialistes. Donc, ils ont un programme spécifique pour leur permettre, comme a dit Mme Jachet, apprendre rapidement la langue française. Et ce sont les jeunes, je dirais, les plus motivés. Parce que, comme on dit, ils ont connu, je dirais, la misère, ils ont connu des difficultés, parce qu'en Course-Souilène, on discutait avec un jeune homme, un Érythréen, qui est venu, qui a fait la traversée, qui est passé par Malte, Tchad, Libye, et ainsi de suite. La mer. Donc, du coup, c'est un plus, parce que ces jeunes-là, face à nos jeunes aujourd'hui, ils sont capables de leur raconter un petit peu ce qui s'est passé, et leur dire aujourd'hui, ben voilà, moi je suis extrêmement motivé, puis ils sont tous dans le domaine, on va dire, des métiers simples, basiques, qui sont aujourd'hui très demandés, comme peintre en bâtiment et tout. Et donc forcément, les entreprises partenaires avec lesquelles nous avons sont très contents parce que ces jeunes qui sont motivés, qui ne se peinent pas et qui travaillent. Donc on arrive facilement à les positionner et à les placer. Sur le marché de l'emploi. Et ils sont très très reconnaissants du dispositif et de ce que nous mettons en place pour eux. Intéressant, on va reprendre assez… ben voilà, on avait la question, les jeunes réfugiés ont-ils un accompagnement différent? Vous avez en partie répondu. J'ai en partie répondu, comme on dit. Alors notre objectif, ce n'est pas de les stigmatiser et de les mettre, je dirais, à part. Ils suivent le programme EPID avec leurs camarades, avec les autres volontaires, et sur certains domaines spécifiques, on les extrait un petit peu pour renforcer un petit peu la partie français langue étrangère. Mais sinon, on les intègre vraiment avec le groupe. Hein, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent aussi, hein, c'est avec le contact avec les autres qu'ils apprennent à parler et tout. Et on voit la rapidité dont ils peuvent faire preuve pour apprendre. Le plus de l'EPID par rapport à tous les autres dispositifs, il y en a 2. C'est que d'abord, on a vraiment une plateforme intégrée où il va y avoir à la fois de la prise en charge sanitaire, sociale, insertion professionnelle. Mais le deuxième plus, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire qu'à l'EPID, ils vont apprendre aussi qu'est-ce que c'est la République, quelles sont ses valeurs, le vivre ensemble à la française. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'ils viennent d'endroits très différents et où ce n'est pas forcément les mêmes modes de vie. Donc c'est un point clé. Mais peut-être qu'on devrait tous avoir cette formation régulièrement dans notre vie. En tout cas, ça donne vraiment une idée sur ce qui peut être fait dans cette rencontre, à la fois avec les autres jeunes et les formateurs. Je vais revenir sur le déroulé d'une journée, mais on va quand même donner la parole, quand même, je dis parce que vous avez été très patiente, Chloé, Tenny, et l'étude de l'IFOP est assez intéressante, même très intéressante, sur la connaissance qu'elle offre au public. Je pense qu'elle est disponible en ligne, en tout cas le résumé, sur l'activité de l'EPID et puis son évolution. J'ai lu une partie de l'étude et puis surtout le résumé, mais qui est assez détaillé. Alors, dans les chiffres, ce qu'on voit et ce par quoi je voulais commencer avec vous, Chloé, c'est que la satisfaction, et vous la chiffrez, donc vous avez enquêté, en fait, comme on le fait parfois sur les entreprises, sur le taux de satisfaction des jeunes qui sortaient de l'EPID. Oui. Tout à fait. Donc, par rapport à la norme des jeunes salariés français, c'est vrai que plus de 9 jeunes sur 10, anciens volontaires en tout cas, sont satisfaits de leur situation professionnelle après leur parcours à l'EPID. La norme des jeunes salariés français se situe autour de 79%, donc on a quand même un beau différentiel. Et quand on parle aussi de recommandations, donc ce n'est pas une satisfaction à proprement parler, c'est une recommandation, à savoir est-ce que vous, en tant qu'ancien volontaire, vous pourriez conseiller à un proche, à un jeune de votre entourage, d'intégrer un parcours d'insertion professionnelle à l'EPID. Et donc on est autour de 8 jeunes sur 10 qui recommanderaient ce parcours. Et notamment quand on regarde toutes les difficultés qui ont été évoquées, d'une part du fait de la crise sanitaire et puis aussi des difficultés pour se loger, on voit à quel point finalement l'accompagnement de l'EPID au global, à la fois dans l'insertion professionnelle mais aussi dans la façon de gérer cette situation inédite, a pu finalement conforter aussi ces jeunes dans l'idée que l'EPID était vraiment un recours
important pour pouvoir se réinsérer professionnellement et puis aussi, comme on l'a évoqué plusieurs fois, retrouver cette confiance en soi et puis se reforger une citoyenneté, en tout cas, à travers ce parcours. Alors, il y a aussi dans l'idée de ce parcours le fait d'arriver vers ce quoi on voulait aller, quel type de professions sont convoitées, vers quoi on arrive, des CDI par exemple, et des professions gratifiantes. Enfin, il y a aussi l'idée d'avoir un parcours qui vous ouvre vers un avenir, des carrières professionnelles. Que vous ont dit les jeunes? Alors, déjà, ce qu'on a pu voir dans cette enquête par rapport à une enquête précédente qui avait été menée en 2017, c'est qu'un jeune sur deux exerce actuellement un emploi, ce qui est déjà pas mal. Et en plus de cela, 50% aussi nous disent qu'ils exercent une activité, une profession en lien avec l'un des parcours professionnels qu'ils ont pu développer à l'EPID. Donc on voit bien l'importance encore du centre pour pouvoir mener un professionnel abouti, et ce taux d'insertion professionnelle est d'autant plus important lorsqu'on a suivi le parcours en entier, et également lorsqu'on a un permis de conduire qui aujourd'hui constitue un petit peu un fast-pass qui permet une insertion plus rapide et puis plus de mobilité géographique également. La mobilité, c'est extrêmement important dans l'emploi. Exactement, puisqu'il y en a aussi qui travaillent dans d'autres régions, qui sont amenés à changer un petit peu de commune, etc. pour trouver un emploi, donc ce n'est pas négligeable. Et puis, ça veut dire que ce permis de conduire, on le passe pendant son séjour à l'EPID. On propose à tous de passer le CON, et à ceux qui le souhaitent et pour lesquels c'est possible, ils passent le permis. Alors le permis B, le permis scooter, le permis... voilà, ils peuvent passer leur permis, oui, tout à fait. Financé par l'EPID? Alors cofinancé, l'EPID est toujours sur, vous savez, la logique du contrat d'engagement jeune, bien sûr. Par anticipation, c'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des obligations, et il y a une participation sur le permis. Donc nous, on met 650 € et le jeune met 150 €. Voilà. Et par ailleurs, on a des partenariats avec des auto-écoles qui aussi abondent quand c'est nécessaire. Pour décrocher, parce que vous avez dit, c'est décisif. Ce qui est important, c'est que cette étude a été faite auprès de jeunes 2 ans après leur sortie de l'EPID. Et 2 ans après la sortie de l'EPID, vous avez en fait presque 2 tiers des jeunes de l'EPID, de ceux qui rentrent, qui sortent en emploi ou en insertion. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est le chiffre que vous avez sorti, qui est que 2 ans après, on en a 76% qui sont en activité. C'est-à-dire que les résultats s'améliorent avec le temps. Ce n'est pas un feu de paille. Les entreprises qui travaillent avec nous, ce sont vraiment des partenaires qui nous font confiance, mais ils nous font confiance parce que c'est utile pour eux, puisque finalement, les jeunes vont changer de travail et vont avoir des débouchés plus intéressants, et que on en a plus qui sont dans l'emploi 2 ans plus tard qu'à la sortie, pour preuve que c'est pérenne et que le parcours et la formation est apprécié par les employeurs. Florence Gérard-Chalais, on nous demande des chiffres. Alors, vous les avez donnés peut-être un peu, moi je les ai entendus rapidement. Combien de jeunes ont été accompagnés en 2021? Quels objectifs pour 2022? Alors, sur 2020 et 2021, c'est absolument pas significatif, puisque vous l'avez compris, on a été dans cet équilibre constant entre on continue d'assurer la mission et d'accueillir des jeunes, mais en même temps on protège chacun. La cible du contrat d'objectifs et de performance, c'est 4000 jeunes par an. C'est 25% de plus que 2019, qui est la dernière année connue. Et sur les résultats d'insertion dans l'emploi, on a l'objectif de faire plus 30%, c'est-à-dire d'améliorer notre performance de rentrée dans l'emploi. Et pour cela, il y a des objectifs de performance, 4000 jeunes, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le fondement de notre contrat d'objectifs et de performance, c'est d'accueillir les jeunes les plus en difficulté. C'est-à-dire que le sujet pour nous, ce n'est pas d'être un énième dispositif, c'est d'être un dispositif singulier, unique, qui s'adresse aux jeunes les plus en difficulté. Et c'est pour ça qu'on a accentué, quelque part, dans notre offre, tous les éléments qui permettent de prendre en charge les difficultés des jeunes. On a fait une rapide enquête dans les derniers jours sur les jeunes qui cumulent des difficultés. On en a 25% qui cumulent plus de 6 difficultés.
isolement social, problème de ressources, problème d'hébergement, problème d'accès à l'emploi. Je vais avoir quoi sur les 6 de mobilité, et le 6e, on vous le donnera. Donc on a des jeunes qui sont vraiment extrêmement dégradés. Ce qui est important, et c'est l'honneur de la République, puisqu'on est un établissement public, c'est de ne laisser jamais personne au bord du chemin et d'aller chercher ceux qui sont vraiment le plus loin. C'est ce que l'on fait avec ce nouveau contrat. Le week-end permet d'aller chercher les jeunes qui étaient à la rue. Et samedi, j'ai eu le plaisir de rencontrer un jeune. Ça faisait 2 ans de rue. Bon, bah, il est à l'Épine maintenant et il dort au chaud et il mange. Et il va pouvoir poser sa tête et construire un projet professionnel. On espère qu'il fera partie de ceux des 76% qui, 2 ans plus tard, seront toujours en activité. Qu'en est-il du financement ? Je pense que c'est. Nous avons un financement en fait qui est quasi intégralement par l'État. Nous avons un financement par le FSE. Pour vous donner l'ampleur de l'effort que fait l'État en faveur de l'Épine, en 2020, nous avons dépensé 90 millions d'euros. Aujourd'hui, notre budget pour 2022 est à 138 millions. Là-dessus, il y a 7 millions qui est donné par le Fonds social européen. Et le reste, c'est exclusivement de la subvention de l'État. C'est vraiment. Étant, vous pouvez donc accueillir plus de jeunes parce que plus de fonds. Enfin, alors plus de fonds et surtout en fait l'adaptation du dispositif. Le week-end, nous adaptons également en renforçant nos pôles médico-sociaux et notamment la capacité d'accompagner les fragilités psychologiques qui sont plus importantes, d'accompagner les conduites à risque. C'est la conduite à risque que j'oubliais tout à l'heure. Les conduites à risque qui sont importantes. Aussi d'accueillir des jeunes qui sont sans ressources. Et la majoration de l'allocation des jeunes à l'Épide à 500 €, qui a eu lieu au 1er janvier, est un élément très fort pour cela. Car avant, si on n'avait pas une famille derrière soi qui pouvait aider, on ne pouvait pas accéder à l'Épide. Désormais, tout le monde, même ceux qui sont isolés, peuvent accéder à l'Épide. On voit qu'avec le temps, en fait, cette idée d'accompagnement devient de plus en plus globale, oui. Y compris avec tous les jours de la semaine, mais aussi penser l'isolement des jeunes comme une question à laquelle il faut répondre, puisque c'est en bout de chaîne finalement qu'on vous trouve. Mais je vais me retourner vers Chloé, parce qu'il y a d'autres chiffres qui m'intéressent sur les débouchés. Je l'ai dit, quel type de métier ? Oui, alors on est essentiellement sur des métiers relatifs au statut d'employé ou d'ouvrier. On va être pour 20% d'entre eux en tout cas dans le service aux entreprises, notamment aussi dans la construction, dans le bâtiment, ce qu'on peut retrouver. Et puis aussi une forte proportion de jeunes, hein, je crois que c'est 17%, qui sont dans la police, dans l'armée, dans les secteurs de la sécurité. Et puis également… Qui recrutent. Pardon ? Des secteurs qui recrutent. Tout à fait. Et puis aussi dans le secteur du commerce et de la grande distribution, qui a bien sûr souffert pendant la crise, mais qui reste tout à fait attractif. Et puis on a aussi des chiffres qui montrent… Restauration. Tout à fait. Et puis des chiffres qui montrent aussi quelque part une amélioration de la situation économique au global. C'est quand même, on a une poussée du taux de CDI qui était de 32% en 2017 et qui aujourd'hui est à 40%, en sachant que la moyenne nationale est à 45%. C'est quand même un effort considérable. Pour 45% de CDI pour l'entrée dans l'emploi ou pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup plus pour tout les à jeunes. Fait. Donc c'est quand même ce dont on parle aujourd'hui. Voilà, une progression assez significative. Mais c'est une performance forte de dire que des jeunes qui n'ont jamais travaillé, oui. On a même plus de la moitié des jeunes qui n'ont jamais eu un entretien professionnel. Quand ils rentrent à l'Épide, on se dit, mais 2 ans après, un parcours Épine, ils sont quasiment au même niveau que les autres. Tout à fait. Et puis aussi l'augmentation du taux d'emploi à taux plein, puisqu'on est passé de 70% en 2017 à 80%, donc ça fait quand même 8 jeunes sur 10. Et c'est ce qu'on cherche quand on est jeune, un emploi à temps plein. Parmi toutes les notes que j'ai sous les yeux concernant cette étude, il y a un petit point sur la confiance. Le fait d'avoir confiance en la structure de l'Épide, qui donne aussi peut-être plus confiance dans la vie, ses capacités, les structures qui peuvent vous accueillir au travail. Mais on commence avec l'Épide. Pour vous, Chloé, je lis 8 jeunes sur 10 ont une grande confiance en cette structure.
Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on parlait du taux de recommandation, notamment de l'EPID. Et puis c'est aussi 1 jeune sur 2, donc 51% très exactement, qui ont une confiance de conviction, je vais dire, en l'EPID, qui recommanderait fortement l'établissement. Et je pense que notamment voilà, les solutions qui ont pu être apportées face à toutes les difficultés rencontrées ont aussi pu renforcer cette confiance en la structure. Souligner peut-être que dans le contrat d'objectifs et de performance, 2 des indicateurs de performance qui sont retenus, c'est le taux de recommandation des jeunes, parce qu'on veut rester en ligne avec leurs besoins, et le taux de recommandation aussi des salariés, indicateur de qualité sociale. Est-ce que vous recommandez à un de vos proches d'être salarié, de devenir salarié à l'EPID? Donc la qualité est vraiment au cœur de notre projet pour les années à venir. Comment ça se travaille au quotidien, la question de la confiance qui me semble extrêmement importante pour avancer dans la vie, confiance en soi, confiance dans les autres. Comment, voilà, je ne sais pas si ça s'enseigne d'ailleurs, mais comment vous y réfléchissez collectivement? C'est une très bonne question et je vais y répondre parce que les jeunes aujourd'hui, certains ont été dévalorisés. On les a traités comme des moins que rien, en disant vous ne serez bon à rien, vous ne trouverez jamais un travail et tout. Et c'est tout le contraire de l'EPID. Un jeune, quand il arrive à l'EPID, on parlait tout à l'heure de projet professionnel, si ça fonctionne, c'est parce qu'on va travailler individuellement sur chaque jeune et individuellement sur leur projet professionnel. C'est qu'est-ce que vous souhaitez faire, où vous voulez aller, et nous, derrière, on va regarder les capacités du jeune et on va faire en sorte qu'il acquiert les compétences nécessaires pour accéder à son emploi. Lui faire prendre conscience, effectivement, si l'emploi n'est pas fait pour lui parce qu'il n'a pas, je dirais, les qualités ou compétences, soit on met des choses en place, soit par l'intermédiaire de stage, il va se rendre compte de la difficulté qu'il peut rencontrer sur cet emploi-là. Et donc, du coup, on va valoriser en permanence le volontaire sur son parcours. Ce qu'ils n'ont peut-être pas connu avant. Et c'est pour ça qu'en faisant tout ça, ils gagnent confiance en eux. Ils sont en capacité de faire des choses. Comme hier, on était sur Lyon-Mézieux. Un jeune disait, moi, quand je suis arrivé à l'EPID, je n'osais pas parler. Je ne parlais à personne. Et le fait de vivre en collectivité, de la responsabilité, parce que maintenant il est responsable, chef de groupe et tout, ça lui a permis de gagner confiance en lui. Maintenant, il fait des discours, il échange, il était avec la ministre, il a échangé. Et tout ça, forcément, c'est valorisant pour eux. On leur demande leur avis, on échange avec eux. Et tout ça font qu'ils se retrouvent déjà entre eux. Et entre eux, ils sont en capacité de se pousser vers le haut. Et toute cette partie-là est importante. Et les agents sont conscients de cette partie-là. Ils valorisent le parcours du jeune, ils valorisent leurs actions. Et en faisant tout ça, le jeune, tout doucement, prend confiance en lui, est conscient de ce qui est mis en place pour lui. Et c'est pour ça que les chiffres, je pense, parlent d'eux-mêmes et qu'ils nous recommandent à leurs camarades. Et on va dire, en fonction des centres, le bouche à oreille fonctionne énormément. Ah oui, parce que c'était une question aussi, comment en fait on arrive, on peut être orienté vers la structure, mais encore faut-il avoir envie d'y aller, parce qu'on est libre de venir ou pas. Alors, oui, ce bouche à oreille, mais je vais passer la question à tout le monde, mais je trouve ça intéressant pour ce genre de structure. C'est parce que des jeunes connaissent d'autres jeunes qui ont fréquenté un établissement. Forcément, ouais. Ils connaissent des jeunes en précarité. Et comme on dit, Belfort, c'est à peu près 60% de bouche à oreille. Et moi, je leur dis toujours, à chaque rassemblement que j'ai avec eux, vous êtes nos ambassadeurs. Parce que ce sont nos ambassadeurs. Ils vivent aujourd'hui dans le centre et ils sont en capacité de parler de ce qu'ils font aux jeunes qu'ils rencontrent au quotidien. Et comme vous savez, un jeune qui va vous parler de l'EPID, de là où il est, de ce qu'il fait, est beaucoup plus prenant et beaucoup plus attractif que si c'était quelqu'un qui venait lui dire viens chez moi, viens à l'EPID, je vais te montrer ce que c'est. Et donc ils parlent un peu entre eux avec leur langage, et donc forcément c'est ce qui nous permet de recruter de nouveaux jeunes. Laurence Gérard-Challet, comment vous êtes fléché, alors au-delà du bouche à oreille, par les collectivités locales, les missions locales, j'imagine? On a un tiers de notre recrutement qui vient des missions locales et des journées, de la journée de défense en fait, citoyenne que fait chaque jeune. Et quelques pourcentages avec des associations locales, etc. Mais l'essentiel maintenant, effectivement, c'est le bouche à oreille, et les jeunes sont nos ambassadeurs. Alors bouche à oreille et réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, d'influenceurs, etc., pour toucher les jeunes. Il faut avoir conscience que ces jeunes, ils ne s'adressent pas aux institutions. Ce sont vraiment le public de l'EPID, ce sont les fameux invisibles qui n'ont pas confiance, donc ils ne vont pas forcément pousser la porte
d'un service public pour dire, voilà, je suis dans la difficulté, qu'est-ce que je pourrais faire? Ils ont l'idée de se dire, de toute façon, tout ça, c'est pas pour moi. Donc, il faut aller les chercher là où ils sont. Les ambassadeurs, c'est très bien. On a des actions aussi sur le terrain. On va beaucoup sur le terrain, aller vers les jeunes, faire connaître le dispositif au travers, par exemple, d'actions sportives. Matchs qui vont être faits dans des quartiers politiques de la ville organisés avec des associations. Ils vont rencontrer d'autres jeunes et là, ça se fait parce que le jeune va témoigner. Finalement, il vit la même chose que moi. Alors, si c'est bon pour lui, c'est peut-être bon pour moi. Et voilà comment ça se passe. Vous faites des journées portes ouvertes? Il y a des journées portes ouvertes, effectivement, qui se font régulièrement. L'un de nos enjeux, c'est le virage numérique que l'on a déjà pris pendant cette période de crise. C'est d'amplifier tout cela et donc d'avoir aussi des visites virtuelles qui puissent se faire et d'avoir beaucoup plus de communication spontanée à travers des plateformes candidats où on puisse poster toutes les différentes activités qui se passent et où les jeunes peuvent tout simplement témoigner et prendre la parole sur les réseaux sociaux et témoigner auprès d'autres jeunes que vraiment il se passe des choses et que ça peut être bien pour eux. Donc, porte ouverte, portail numérique. Voilà. On peut tous y aller d'ailleurs pour visiter de manière virtuelle peut-être les établissements. Je reviens vers vous, Chloé, pour une question sur l'âge, parce que il y a des tournants d'âge assez importants. Alors aussi parce qu'on sort de la catégorie jeune, entre guillemets. Enfin, ça dépend des imaginaires et des représentations. Mais 25 ans semble être un tournant, en tout cas un âge pivot. Oui. Pourquoi? Alors, on ne voudrait pas décourager mais les plus de 25 ans. Je voudrais qu'on réfléchisse à cette idée. Tout simplement, je pense déjà qu'il y a une part qui est due au fait que plus on avance dans l'âge, plus on s'éloigne aussi des parcours scolaires qu'on a pu avoir au départ. Donc, ça devient de plus en plus difficile de se réinsérer. D'autre part, on va être chez des jeunes qui vont aussi rencontrer des difficultés d'ordre personnel, à savoir peut-être l'arrivée d'une famille. Qui rajoute aussi des difficultés. Qui est une joie, mais aussi qui est une joie, mais qui va rajouter des difficultés supplémentaires lorsqu'on peut avoir du mal à se loger. On l'a évoqué, lorsqu'on a du mal à trouver un emploi et lorsqu'on a du mal à stabiliser finalement sa situation personnelle. Donc on va avoir un cumul des difficultés qui fait que plus on avance dans l'âge, plus ça va être un peu plus difficile de se réinsérer. Donc forcément, au plus tôt on intègre le parcours à l'EPID autour de 18-19 ans, au mieux c'est... L'âge moyen est de 19 ans. Les plus de 23 ans font 10% de nos jeunes. On les accueille jusqu'à 25. On a vu un des réfugiés, il avait 24, il n'y a aucun souci. Une des innovations, là encore, que l'on a expérimenté sur la fin de l'année, c'est au contraire l'accueil des plus jeunes, c'est-à-dire l'accueil des jeunes à partir de 17 ans. On voit qu'il y a des difficultés familiales qui sont de plus en plus importantes et où il y a au-delà de la difficulté, des ruptures et des jeunes qui soit sont mis dehors, soit quittent leur domicile sans même savoir où ils vont aller. Et donc, on a rabaissé l'âge d'entrée à l'EPID pour pouvoir accueillir ces jeunes et construire le plus tôt possible. Donc, on était déjà à 19 ans, vous voyez, là, sur 2019-2020. On va très certainement se rapprocher des 18 ans parce qu'il y a une très forte demande sur les mineurs. Nous travaillons en filière également avec l'AFPA qui accueille les 16-18 ans. Nous avons une démarche très intéressante avec le SNU, le Service national universel, pour que les jeunes qui fassent ce service national puissent, le cas échéant pour ceux qui sont en recherche d'un projet et en difficulté, être accueillis à l'EPID. Donc c'est un public qui va augmenter, pour lequel notre dispositif est tout à fait adapté. Adapté, mais enfin, quand on parle de mineurs, on est encore dans d'autres problématiques. C'est des gens dont il faut s'occuper peut-être un peu plus même. C'est une expérimentation voilà. que l'on a fait avec des vraiment. Personnels dédiés. On a appris en fait avec le Covid c'est une démarche expérimentée. On a dû sauter dans la piscine avec le Covid et apprendre à nager. Eh bien, sur un certain nombre de sujets, bien sûr, on a un cadrage juridique, mais on saute dans la piscine, on expérimente, on territorialise parce que c'est important et on voit comment ça fonctionne. Et là, on a lancé la réflexion, accueilli les premiers jeunes fin octobre.
Actuellement, on a plus de 300 jeunes dans le 300 mineurs pardon, dans le dispositif. On a réglé ces questions-là, c'est-à-dire qu'il y a, on a réglé la question des contrats de séjour, du règlement intérieur. Il y a un guide sur les relations avec les parents parce que l'autorité parentale doit être prise en compte. Donc tous ces éléments, aussi en parlant des mineurs, enfin, bien sûr, tous ces éléments-là ont été pris en compte par les équipes. Ce que l'on peut saluer, c'est que là où auparavant, ça aurait été un projet longuement mûri pendant 18 mois avant de commencer à mettre en place dans tous les établissements, là on se dit non, on va faire comme pour le Covid quelque part, il y a un problème, on réfléchit au cadre de la solution, on passe à la solution pratique que l'on expérimente, on a le droit à l'erreur, on a le droit à la réorientation et ensuite on généralise. C'est ce que l'on va faire dans tous les centres à partir du mois prochain. Tous les centres accueilleront des mineurs de 17 ans et dans les 4 mois, on a élaboré absolument tous les outils. C'est ça l'agilité de sortie de crise. Florence Gérard-Challet, vous avez parlé de territorialisation. Oui. Alors ce mot est très clair pour vous peut-être, mais j'aimerais qu'on explique un peu territorialisation, plus. C'est-à-dire qu'un établissement EPID de Belfort et un autre de Fontainebleau ne vont pas faire la même chose. Alors ils vont avoir le même cadre pédagogique et nous dispensons la même offre. Par contre, ils sont sur des territoires différents. Qu'est-ce que nous a appris la crise sanitaire ? Au moment où il y avait le feu dans le Grand Est et donc au centre de Strasbourg avec beaucoup de contamination, oui, il n'y avait absolument aucun problème dans les Hauts-de-France ou à Bordeaux. Quand ça s'est mis à chauffer en Rhône-Alpes et qu'on a eu des soucis, à Doulan par exemple ou à Lanrodec en Bretagne, il n'y avait pas de problème. Donc la crise nous a appris que même si l'on a un cadre commun et une mission bien évidemment commune, eh bien les stratégies vis-à-vis des prescripteurs, vis-à-vis des entreprises, eh bien on les adapte au territoire. Et au même titre qu'on s'est adapté à la situation sanitaire, désormais on a la volonté d'être beaucoup plus en prise avec notre territoire. Et ça c'est un élément de force pour les établissements, notamment pour les entreprises. Nous on est là pour faire correspondre quelque part, révéler le potentiel de ces jeunes, mais les amener dans l'emploi. Donc on doit tenir compte des besoins de main-d'œuvre du territoire. Bien sûr, le jeune, mais c'est l'exception qui veut être tailleur de pierre, on va l'emmener pour faire la formation qu'il faut et il va trouver sur un autre territoire. Mais la majorité des jeunes, ils demandent à rester là où ils sont nés, où ils habitent. Et donc, on va avoir des réflexions avec des entreprises. On pense par exemple créer auprès de chaque centre un conseil d'orientation des entreprises pour mieux dialoguer avec ces dernières, comprendre leurs besoins de main-d'œuvre et donc essayer de faire en sorte que les besoins de main-d'œuvre des entreprises soient des opportunités pour nos jeunes, tout simplement. Adaptation au territoire. Alors on va devoir bientôt s'arrêter. J'aurais bien aimé prendre d'autres questions, mais on n'a plus que 3 minutes. Chloé, je voulais parler juste rapidement du logement avec vous, qui est un enjeu très fort pour les jeunes. Vous dites les jeunes ont éprouvé des difficultés, l'étude, dans leur dernière recherche d'emploi ou pour se loger, parce que finalement, quand on sort de l'EPID, on peut avoir cette question aussi du logement, on l'a forcément. Oui, notamment quand on est accompagné pendant plusieurs mois, plusieurs années parfois. Là aussi, il y a une question d'autonomie à développer et puis à se réapproprier également. Et donc, ce que nous a montré l'étude, du moins lorsqu'on l'a réalisée il y a quelques mois, c'est 2 jeunes sur 10 quand même qui ont éprouvé des difficultés pour se loger à leur sortie de l'EPID. Ce qui peut aussi, et c'est là où peut-être il faut veiller aussi à pouvoir garantir ce cadre d'accompagnement, là où finalement on peut avoir une espèce de rechute aussi lorsqu'on va complètement changer de cadre de vie et puis aussi devoir se réadapter à une situation professionnelle qui n'est pas forcément optimale lorsqu'on peut avoir des difficultés d'ordre financier ou de logement. Et c'est pourquoi l'une des propositions qui est faite et qu'on va mettre en œuvre, c'est de faire, on a un contrat de soutien des jeunes qui aujourd'hui est un contrat de 3 ans pour lequel on peut continuer à les héberger, à les suivre et que l'on va étendre à 12 mois pour vraiment mieux accompagner le jeune et l'employeur dans les premiers pas de salariés. On a parlé de l'entrée dans les structures EPID et je voulais parler de la sortie, en fait, et c'est pas mal de terminer là-dessus, c'est-à-dire l'accompagnement vers la suite de la vie, cette fameuse insertion.
Comment vous la travaillez concrètement? On va finir avec vous. On a une partie de la réponse avec Florence Gérard-Chalet. Tout à fait. Donc, pour compléter ce que disait Madame Gérard-Chalet, un jeune, quand il quitte le dispositif, on peut le suivre pendant 3 mois. On va le suivre maintenant jusqu'à 12 mois. Mais pendant les 3 mois qui vont suivre, on va travailler avec eux parce que ça fait partie du parcours. Hein. On parle du logement, on parle un jour vous serez locataire, quels sont les droits et devoirs du locataire, comment avoir un logement. Et on a une équipe qui suit ce jeune-là à la sortie pour lui permettre d'accéder au logement. Donc c'est tout le travail qui est fait durant le parcours. Et après, pendant 3 mois, on a la possibilité de l'accompagner, de le soutenir dans son cadre de logement. Si je donne un exemple, moi je suis jeune, je quitte l'EPID. Demain, on me dit il y a un travail dans telle ville. Et je dis, mais moi, la première question, c'est comment je fais pour être hébergé? Eh bien, l'équipe va lui trouver un hébergement. Et donc, du coup, on va financer dans un premier temps l'hébergement, le temps qu'il ait sa première rente financière, et qu'après, de ce moment-là, il devienne autonome. Et bien sûr, on le suit sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'ils nous disent, c'est bon, j'y arrive. Mais il faut savoir que passé les 3 mois, s'ils ont un souci, on leur dit, n'hésitez pas à nous rappeler pour qu'on continue à vous accompagner. Et ce suivi est important. Ça les rassure. Ça me rassure aussi, en fait. Toute question est la bienvenue. Voilà, j'ai pu vous en poser plein. On a pris des questions des gens qui nous regardaient. Est-ce qu'on peut venir faire des reportages dans les centres EPID si ça intéresse des confrères et des consoeurs? Est-ce que c'est facile de venir vous voir, d'aller interviewer les jeunes, les professionnels? Oui, tout à fait. Alors nous, ça nous intéresse que vous veniez, ne serait-ce que pour qu'on change le regard sur la jeunesse, parce que souvent on dit non mais il y a des jeunes finalement on n'arrivera à rien avec eux. Et nous on veut témoigner que vraiment chaque jeune a des capacités et que chaque jeune, si on met un accompagnement intensif auprès de lui, eh bien il s'en sort et il est un plus pour la société. Il apporte quelque chose. Donc venez voir fonctionner le modèle, c'est quelque chose de très important et qui donnera de l'espoir à tout le monde. La presse écrite, radio, télé, on peut vous faire des demandes pour aller... C'est déjà le cas, c'est déjà fait et on continue. Oui, moi j'ai lu des papiers d'ailleurs très intéressants sur les jeunes et puis sur les migrants, voilà, les Ukrainiens qui arrivent par exemple. Je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant à suivre. Et les femmes, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, on a légèrement dépassé le temps. C'est l'heure de regarder des vidéos thématiques qui ont été tournées, des petites émissions qui racontent la réalité de l'EPID et puis de ces jeunes qui témoignent. En fait, il y en a 8. On va juste en passer une, mais elles vont être accessibles sur les réseaux sociaux. Elles vont circuler. C'est ça aussi, communiquer, se faire connaître auprès des jeunes. Celle qu'on va regarder a pour thème sans diplôme, on ne peut pas accéder à des postes à responsabilité. Évidemment, c'est pour dire que c'est pas vrai. C'est des idées reçues. C'est possible et qu'on combat les idées reçues à la fois par ces vidéos, évidemment par l'action menée au sein des centres EPID. Je vous laisse regarder la vidéo avec moi et puis je vous remercie beaucoup. Et merci pour tout ce que vous m'avez appris aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans Génération Volontaire, l'émission qui déconstruit les stéréotypes autour du monde du travail et de l'emploi. Aujourd'hui, nouveau cliché, on ne peut pas accéder à un poste à responsabilité sans diplôme. Et pour ce faire, on va discuter avec Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Vincent. Alors Tristan, tu as 31 ans. Oui. Et tu as déjà un certain nombre de responsabilités. Est-ce que tu peux nous dire l'emploi que tu occupes aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis responsable des ventes dans une entreprise technologique, donc un développeur de logiciels. Tu manages plusieurs personnes? Est-ce que tu as un gros périmètre? J'ai une petite équipe, effectivement, notamment de personnes qui s'occupent de plus la partie technique. Donc là, typiquement, on se dit un emploi dans le monde des services où il encadre des personnes. Tristan a un bac+5 avec une école de commerce. Et pas du tout. Exactement. C'est un secteur où ce type de poste, on voit en général ce qu'on appelle des ingénieurs commerciaux ou, comme tu l'as évoqué, des personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce. C'est généralement des bac+5. Et alors toi, en réalité, donc c'est pas le cas. On va revenir 13 ans en arrière, tu as 18 ans. Tu te destines à l'époque plutôt vers le social, un souci de l'autre, de l'altruisme. Et tu arrêtes tes études après le bac.
Tout à fait, j'étais 18 ans, un petit peu perdu. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Le métier de pompier, peut-être infirmier ou travailleur social, c'est des métiers qui m'attiraient. Effectivement, l'aide à la personne, ce genre de choses. J'ai été du coup pompier volontaire, qui n'est pas un métier. Mais où on peut faire quand même pas mal d'heures. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, comme je faisais que ça, je pouvais donner mes dispos et j'ai fait quasiment autant d'heures qu'un pompier professionnel sur une année et demie. Arrivé à 19 ans, je me suis dit bon, faut peut-être que je me trouve quand même un boulot parce que y a pas de fiche de paye, c'est pas un CDI, donc on n'avance pas en tant que simple pompier volontaire. Et c'est là où je me suis tourné un petit peu par hasard parce qu'encore une fois, j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop ce qui me plaisait. Je savais que les études, ce n'était pas fait pour moi. Et en allant chez Pôle emploi, ils m'ont proposé un poste de commercial dans une entreprise à taille humaine qui faisait de la vente de télésurveillance d'alarmes et qui ont accepté de me prendre sans expérience parce que justement, ils cherchaient ce type de profil où ils pouvaient former sur place. Donc justement des personnes qui n'étaient pas commerciales à la base, qui pouvaient former à leur méthode à eux. Donc j'ai eu cette chance-là en tapant un petit peu aux portes, un peu au culot. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du commerce. Donc 10 ans plus tard, tu es toujours dans ce secteur. Comment est-ce qu'on passe de missions très opérationnelles, très simples, à manager ? L'expérience, c'est ce que j'aime appeler l'école de la vie. Forcément, on apprend sur le tas, on apprend beaucoup. On peut lire un livre toute sa vie sur comment construire une maison. Si on ne l'a jamais fait, si on ne monte pas un mur physiquement, on ne saura jamais le faire. Donc au fil des années, j'ai pu bénéficier de formations, même des formations qui sont certifiées, des formations payées par les entreprises qui, elles, veulent voir leur personnel évoluer. Après, on peut même se renseigner. Aujourd'hui, tout est ouvert sur Internet. Il y a beaucoup de livres sur tous les sujets. Donc, j'ai lu quelques livres, notamment sur des techniques de vente, ce genre de choses. Donc, on peut même se former aujourd'hui en autodidacte si on a l'envie d'apprendre. Souvent, les jeunes qui décrochent, ils sont persuadés que leur absence de diplôme, elle va les suivre toute leur vie, comme une espèce de tare. Alors évidemment, au début, quand tu as été embauché, tu étais un jeune sans diplôme, mais aujourd'hui, tu es un responsable, un manager. Au bout de combien de temps est-ce que cette absence de diplôme initial a été gommée et qu'est-ce que tu en as fait toi dans ta vie ? Combien de temps elle est gommée, ça dépend des secteurs, mais si je devais donner une moyenne, je dirais entre 3 et 5 ans. À partir de ce moment-là, à partir de 3, 4, 5 ans, c'est comme si on avait passé 4 ans, 5 ans sur des bancs d'université, mais dans la vraie vie. Donc on a pu apprendre et se nourrir de ces expériences-là. Et à partir de ce moment-là, même les employeurs, et aujourd'hui ils ont tendance à le faire, à plus regarder les expériences que les diplômes. Souvent, autre stéréotype qui vient, c'est que les gens qui n'auraient pas de diplôme en gardent forme d'autocensure par la suite face aux gens qui ont des diplômes. Toi aujourd'hui, tu dois encadrer des gens qui sont du coup plus diplômés que toi, ça pose pas de problème? Non, et au contraire, c'est une fierté. Un petit mot pour terminer. Tristan, imagine celles et ceux qui nous suivent et voilà, ça a été trop compliqué, il y a eu le Covid, ils ont décroché, ils sont persuadés que ça va être une espèce de boulet de chemin de croix pour le monde du travail demain. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Quels sont tes conseils pour leur montrer qu'on peut réussir? Mes conseils, il y en a plusieurs, mais si je devais peut-être en retenir un, c'est de ne pas avoir d'a priori. Justement, la vie est faite comme ça, il ne faut pas se bloquer l'esprit et il ne faut pas avoir peur de tout essayer, même des choses dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément au début et qu'on se dit non, ça c'est pas fait pour moi. Il faut quand même essayer, il ne faut pas avoir peur, mais si ça ne marche pas, d'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on a signé un CDI qu'on doit se satisfaire de cette sécurité-là. Si on ne s'épanouit pas, c'est se dire ok, j'ose rompre mon CDI, aller chercher autre chose, complètement switcher de secteur et de se nourrir de ces expériences-là. Et petit à petit, on va forcément trouver quelque chose qui nous plaît. Et si on a déjà l'idée de savoir de quelle orientation on veut prendre, c'est être déterminé, y aller au culot parfois, même prendre l'adresse sur Google Maps d'une entreprise qui nous intéresse, aller toquer à la porte avec un CV, leur dire voilà, votre entreprise me plaît, j'ai pas d'expérience, j'ai envie d'apprendre, est-ce que vous avez envie de quelqu'un de motivé? Donc c'est pas se laisser de barrière, c'est surtout ça le message. Merci beaucoup Tristan. Merci à toi Vincent.